Maintenant, Daniel va nous parler Exactement. de technologie, actuelle, 4.0, on peut dire ça. Bon, ça c'est très marketing, mais en tout cas des technologies actuelles qui existent et qui permettent effectivement d'atteindre, en tout cas d'une certaine manière, l'efficacité énergétique des installations. Donc je te laisse. Le sujet que je vais vous présenter, on va parler d'efficacité industrielle, d'efficacité énergétique, de productivité pour l'industrie et de technologie des ultrasons 4.0. Moi, je m'appelle Daniel Mazière, je travaille pour une société qui s'appelle UE Systems, alors ce qui est assez fabuleux, c'est que... Ah, il y a vraiment un problème sur moi, voilà. Je travaille pour une société qui s'appelle UE Systems, qui est une société qui est à la fois aux États-Unis et en Europe, qui a pour métier de développer, c'est notre seul et unique métier, des systèmes à ultrasons qui détectent, qui écoutent, qui enregistrent et qui interprètent les ultrasons que l'on détecte pour tout un tas d'applications industrielles, dont celle dont je vais vous présenter. Ceci, donc, ça s'inscrit dans des stratégies de maintenance prédictive, de maintenance prévisionnelle ou 4.0, puisque vous allez voir, le système que je vais vous présenter est un système connecté. Et pour finir avec ce que l'on fait, on décompose nos solutions de 3 parties, une partie matérielle, une partie formation tout le temps sur site et une partie accompagnement. Tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Alors, le sujet essentiel duquel je vais vous parler, c'est les machines tournantes. Pourquoi les machines tournantes? Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y en a à peu près partout dans l'industrie, que si vous êtes industriel, vous savez que leur consommation énergétique n'est pas nulle, c'est voire même le plus gros contributeur de consommation énergétique, je pense, ou un des plus gros, que selon l'industrie, on a souvent affaire à des équipements critiques, c'est-à-dire que si j'ai un équipement, un moteur qui tombe en panne selon où il se trouve, je peux arrêter une bonne partie de l'usine, et qu'en plus de ça, on a la chance ou la malchance plutôt, que tous ces équipements tournants se présentent des sources de panne importantes. Donc on va essayer, avec ce système de monitoring, de suivre, de monitorer 2 aspects des choses, la partie consommation, dépenses énergétiques, et la partie fiabilité, donc maintenance, de ces machines tournantes. Donc pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux machines tournantes donc pour la partie dépenses énergétiques? Parce que ces machines tournantes, malheureusement, on n'a pas encore... Enfin, il y a des choses qui sont dans les labos, mais bon, dès lors qu'une machine tournante se met en marche, eh bien, on a un niveau de friction mécanique qui donc présente des déperditions mécaniques. Et plus ce niveau de friction est important, mais évidemment, plus les consommations électriques sont importantes. Le but de cette affaire, c'est que si on arrive à optimiser, ou en tout cas à connaître les niveaux de friction de ces machines tournantes, on va, d'une part, en optimiser les consommations énergétiques, et d'autre part, en optimiser l'état. C'est-à-dire que pour faire simple, plus une machine tournante va présenter un niveau de friction élevé, plus bien évidemment ses consommations électriques seront importantes. Et malheureusement, un paramètre corrélé à ceci, c'est l'état de ces machines tournantes. C'est-à-dire que plus le niveau de friction est élevé, plus malheureusement on se rapproche d'un problème sur ces machines en question. Pourquoi dans cette affaire, on n'est pas encore au 4.0, pourquoi dans cette affaire, je vous parle d'ultrasons? Ça, c'est notre métier, par contre. Le reste aussi, d'ailleurs, enfin, on n'est pas fabricant de machines tournantes, mais en tout cas, la détection de grandeur ultrasonore, c'est notre métier. Parce que dès lors qu'on va mettre en rotation un équipement tournant, ou en translation d'ailleurs, c'est la même chose, mais pour l'exemple, là, je vais prendre la partie tournante, eh bien, je vais créer la première des grandeurs physiques qui va exister, c'est un signal sonore dont la plage de fréquence, dont la fréquence se trouve dans la plage des ultrasons. Ce fameux signal ultrasonore est le signal qui nécessite le moins d'énergie pour exister, à tel point qu'il existe avant même qu'une défaillance arrive sur ces équipements tournants, quel que soit l'équipement, et dès lors que je le mets en rotation. Si j'arrive à le détecter, ce signal ultrasonore, déjà en termes de détection, je vais me placer très tôt, comme c'est matérialisé ici, dans la courbe de détection par rapport à la défaillance. Ce que je vais éviter, si je parle de défaillance, c'est le fameux point en bas à droite là-bas. Je vais me placer très tôt. Et en plus de ça, si j'arrive à monitorer ce niveau de friction, je vais également monitorer les consommations énergétiques donc, de ces machines tournantes. Voilà le sujet qui est résumé ici. Donc, le but de cette affaire, en surveillant donc, ces niveaux ultrasonores, je vais optimiser les niveaux de friction, l'efficacité énergétique des machines tournantes, leur durée de vie, parce que bien évidemment, plus j'ai un niveau de friction faible, plus la durée de vie de mes roulements, pour ne pas les nommer, sera importante, ou en tout cas corrélée avec ce que m'indique le fabricant. Je vais également réduire le taux de panne. Et il y a un dernier sujet dont on parlera à la fin, c'est la partie lubrification, qui a pour seul et unique but de faire baisser ce fameux niveau de friction.
Donc, le système que je vais vous présenter, donc là, on arrive dans du 4.0, il s'appelle OnTrack. Et son but, c'est, par une détection ultrasonore, de détecter des niveaux d'élévation de niveau ultrasonore, donc de niveau de friction, de détecter au plus tôt possible tout début de défaillance, tout changement de mode et tout besoin de lubrification. C'est ça le nerf de notre guerre. Comment ce système est composé? C'est un système assez simple si on prend une chaîne de mesure, capteur, acquisition et tableau de bord de restitution de données. On place des capteurs sur les équipements tournants qui vont bien, connectés à des boîtiers d'acquisition qui envoient la data sur des plateformes cloud pour faire des tableaux de bord de suivi. Ça, c'est le principe. Nos fameux capteurs, en termes d'utilité, où est-ce qu'on va pouvoir les placer? C'est sur tout ce qui tourne. Moteur, réducteur, tout palier qui présente un niveau de friction va générer des ultrasons et je vais donc placer un capteur là-dessus. Le contre-exemple de cette affaire, c'est les paliers lisses. Pour ceux qui connaissent, si certains sont dans ce sujet. Pour les paliers lisses, je n'ai pas de friction mécanique entre la partie rotative et la partie fixe. J'ai un film d'huile. Je crée aussi des ultrasons. C'est le parfait contre-exemple qui, en plus, va avoir une autre caractéristique, parce que ces fameux paliers lisses sont assez difficiles à monitorer, surtout quand il s'agit de défaillance, c'est de détecter des niveaux de particules dans les films d'huile en question. Donc, toujours pour reparler de ce capteur, c'est un capteur filaire, ce que l'on propose. Alors, on a l'équivalent non filaire, mais bon, le sujet dont je vous présente là, c'est un capteur filaire. Sa particularité, c'est qu'une fois qu'il est installé, il n'y a rien à faire dessus. À part que quelqu'un s'amuse à casser le câble, il fonctionne. Il peut travailler dans des environnements aussi hostiles les uns que les autres, poussiéreux, humidité. La seule chose qu'il ne doit pas, le seul milieu dans lequel il ne doit pas être immergé. Pour le moment, on n'a pas de capteur immergé. Et c'est quelque chose qui est vraiment très facile à installer, très facile à monter. Une fois que j'en ai monté un, je peux installer toute l'usine. La particularité donc de ce système global qu'on appelle OnTrack, sa première et des caractéristiques qui est vraiment au cœur qui a été au cœur du développement de ce système, c'est d'être intégrable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive dans une usine, il y a différents types d'installations qui existent, différents types de systèmes de supervision, différents types de modes de communication. Il faut qu'en sortie de boîtier, soit en mode bus, soit quel que soit en SCADA, soit en PLC, soit avec la plateforme cloud propre que je vais vous présenter, il faut qu'on puisse exploiter cette data. Ça, c'est la première des caractéristiques essentielles de ce système, à laquelle on s'est vraiment attaché. Et c'est ce qui en fait une des particularités, je pense, sur le marché, parce que ce n'est pas aussi évident que ça d'être compatible avec tout ce qui existe. Le but, c'est que ça puisse être utilisé quasiment partout. Il y a même des passerelles spécifiques pour des systèmes, des gros faiseurs de connectivité, qui sont donc déjà pré-conçus. Ensuite, c'est un système qui est mobile. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai installé ceci, que j'ai paramétré mes tableaux de bord, que ce soit sur mes systèmes de supervision personnels ou sur ceux qui sont fournis avec, ou que je me trouve avec un téléphone, une tablette, un PC connecté à Internet, je vais pouvoir suivre tout ça. Ce sont également des systèmes modulaires, c'est-à-dire que le système par lui-même, c'est un système à 16 entrées, on va pouvoir lui connecter 16 capteurs. Mais tout ça, ça se module, comme le dit le terme. Je peux bien évidemment rajouter autant de boîtiers que je veux, connecter autant de capteurs que je veux et gérer autant de suivi que je veux avec ma plateforme. Et un dernier point, c'est que, vous allez le voir, on va paramétrer donc ce système. Il faut que ce système, en plus de suivre, d'acquérir de la data et de faire du suivi, m'alerte. Les deux systèmes d'alerte les plus traditionnels, email, SMS. Il y a une application également, mais le but c'est d'être alerté vraiment en temps réel et le plus tôt possible. Donc simple et efficace, comme ça résume ce que je viens de vous dire. Hein. Il permet également ce boîtier de connecter d'autres types de capteurs, notamment de température et d'analyse vibratoire, pour des gens qui seraient déjà équipés d'autres capteurs. Donc comme je vous le disais, il est préconfiguré, la partie tableau de bord et la partie alarme. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail maintenant la plateforme cloud sur laquelle on suit tout ceci. C'est bien beau de mettre des capteurs, des boîtiers, mais faut-il encore pouvoir exploiter et suivre ces données. Donc avec ceci, on propose une plateforme cloud qui s'appelle UI Insights, peu importe son nom. Le but de la manœuvre, il est là, c'est de pouvoir suivre, puisque je suis en train de mesurer des intensités ultrasonores, des niveaux ultrasonores qui sont relatifs à des niveaux de friction. Le scalaire, l'unité que je vais utiliser pour ceci, ça va être le décibel. Je vais mesurer des décibels ultrasonores, tout comme je mesurerai des décibels je sais pas moi, avec un sonomètre.
Et ces décibels, dans le temps, et de manière paramétrable à souhait, sans limite, je vais les suivre comme ça sur des tableaux de bord et en indiquer en temps réel, en fonction de ce que je consulte, le niveau au moment où je le consulte. Ça, c'est le principe, aussi simple que ça. Donc, personnalisable à souhait, avec des systèmes d'alarme. Vous le voyez ici, sur mon tableau de bord, j'ai un premier niveau d'alarme verte ici et un deuxième niveau d'alarme qui devrait être indiqué en rouge, que je paramètre à souhait, qui va m'indiquer, que je vais établir moi-même et qui va me dire à partir de ce moment-là, je commence à rentrer dans un mode de dégradation et à partir de ce moment-là, je ne joue plus. Ça se paramètre palier par palier parce que chacun est différent et donc il faut vraiment adapter ceci à chacun des équipements tournants sur lesquels je vais installer mes capteurs. Alarme conditionnelle. Ça, ce sont des exemples d'alarmes dans lesquels je commence à vous parler de lubrification. C'est-à-dire que, à équipement tournant équivalent, sur les équipements que je graisse, soit par graissage manuel, soit par une lubrification automatique, la première cause origine, avant de parler de défaillance, de réduction du niveau de friction, c'est cette fameuse lubrification. Le seul objet d'un graissage ou d'une lubrification, qu'il soit manuel ou automatique, c'est de faire baisser ce niveau de friction. Donc les consommations énergétiques et donc les niveaux de défaillance. On a un niveau de détection là, précoce qui fait qu'on va détecter des élévations dès lors qu'un manque de lubrification va apparaître. Voilà donc pour les niveaux d'alarme que je peux paramétrer. Et bien évidemment, plus j'augmente par rapport à ces intensités en décibels, plus malheureusement je me rapproche du point de la petite étoile que vous aviez vue à droite, donc d'une défaillance. Le but étant d'être alerté le plus tôt possible par rapport à ça, pour éviter ce point. Et si sur un parc machine de, je ne sais pas moi, peut-être 1000 équipements tournants, je réduis, alors ça ne veut peut-être pas dire qu'il faut mettre un capteur par équipement, mais les petits ruisseaux font des grandes rivières. Si je maintiens un niveau de friction, si je monitore un niveau de friction sur un maximum d'équipements tournants, eh bien la consommation énergétique globale je ne sais pas si vous étiez à la table ronde précédente, on nous parle de réduction, on nous parle de beaucoup de choses, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais concrètement sur mes installations, sur mes assets, pour monitorer des critères concrets pour baisser ces réductions? Ça en est un. Il n'y a peut-être pas que celui-là, mais ça en est un. Donc en termes de tableau de bord, ce qui est bien également, c'est que je ne suis pas limité par le nombre de tableaux de bord. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas spécifiques où je vais vouloir suivre des critères particuliers, des équipements particuliers, de manière particulière. Donner un temps réel et historique. Quelques exemples. Comment ça se présente? On n'a pas inventé, je dirais, sur le principe. C'est un boîtier d'acquisition, comme vous voyez là, avec des capteurs qui peuvent être placés sur des moteurs, sur tout type de roulement. Pour la partie pompage, qui va détecter également la partie cavitation, alors là, on va adresser 3 choses. La première, la consommation énergétique, bien sûr. La deuxième, le process, parce qu'une pompe qui cavite, elle fonctionne quand même moins bien qu'une pompe qui ne cavite pas. Voilà. Et la troisième partie, une partie maintenance. Parce que bien souvent, pour les industriels qui utilisent des pompes, je m'aperçois que la pompe cavite quand j'ai une défaillance derrière, soit par l'endommagement de la pompe, soit souvent également, ça dépend du type de pompe, ça dépend à quel moment ça arrive, par une perte de capacité de pompage, de pression, de débit. Je me pose beaucoup de questions et j'en arrive au fait que ma pompe cavitait. Donc je peux détecter avec ceci la cavitation des pompes. Notre affaire, c'est d'être simple, efficace et compatible. Vous l'avez compris, ça c'est les 3 piliers. Et modulable évolutif, c'est-à-dire pouvoir s'installer, être intégrable. Pouvoir s'installer sur tout type d'installation existante. La chance qu'on a dans notre société, c'est qu'on a une équipe de développeurs qui est vraiment diverse et variée et un petit peu répartie partout dans le monde. Je touche du bois, on n'a pas trouvé aujourd'hui une installation sur laquelle toutes n'ont pas été simples à intégrer, parce qu'il y a parfois des systèmes de supervision avec des protocoles de communication un petit peu tordus, si je peux me dire ça comme ça. On n'a pas trouvé aujourd'hui un système avec lequel on n'a pas réussi à travailler. Ça, c'est une clé, j'y reviens pour nous. Quand je vous ai dit ceci, là, on était sur la partie contrôle, gestion, suivi du niveau de friction. J'ai commencé à introduire tout à l'heure le fait que la première des causes origines d'élévation du niveau de friction d'une machine tournante pour les équipements que je graisse, que je lubrifie, c'est le graissage. Donc, puisque je détecte tôt, on a rajouté une option à ce système qu'on appelle Smart Lube, qui va, le schéma de principe est là,
qui va asservir par le niveau de friction détecté et les suivis donc, sur les tableaux de bord que j'ai présentés, qui va asservir des graisseurs autonomes. C'est-à-dire que typiquement, je vais revenir sur un de mes tableaux de bord. Typiquement, imaginons que ce premier niveau d'alarme là, je considère par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai mesuré de la machine, que ce soit un niveau de friction à partir duquel l'équipement en question a besoin d'être graissé. Je vais paramétrer ce niveau dans mon système pour faire en sorte que mes graisseurs ici, commandés, il vous manque des morceaux, excusez-moi, voilà, pour faire en sorte que ce graisseur commandé par les tableaux de bord qui sont dans mon cloud UI Inside, à partir d'un certain niveau de friction, soit commandé. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais aller graisser que ceux qui le sont. Quand la graisse va faire son effet, le niveau de friction va baisser, et à un moment donné, je vais arrêter le graissage. Je fais d'une pierre deux coups. Je gère mon niveau de friction, je viens adresser le lubrifiant qui va bien quand c'est nécessaire, j'arrête de le faire quand il y en a assez, et ceci dans le temps. Là, je maintiens un niveau de friction optimal, le plus faible possible par rapport à la signature de l'équipement, et j'évite des défaillances. Parce que malheureusement, quand on suit le graissage dans les industries, c'est souvent un petit peu la dernière roue de la charrette, et on s'aperçoit qu'on a des défaillances sur des équipements tournants, on en cherche les causes origines, on fait de belles analyses, mais la première des choses à faire, en tout cas sur les équipements que je graisse, c'est de savoir s'ils ont besoin d'être graissés. Or, aujourd'hui, une stratégie de graissage, quand elle existe, c'est à période fixe. Il n'y a aucune mesure physique qui soit faite sur les paliers pour dire j'ai besoin de graissage ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelle quantité je viens, une fois que pour autant que j'ai détecté qu'il y a un besoin de graisse, quelle quantité je vais adresser. Là, je la gère. Et ce faisant, donc, je réduis mes niveaux de friction. Donc, le système est le même, à part que sur mes boîtiers, là, je viens en sortie, c'est des boîtiers entrée-sortie, connecter mes graisseurs autonomes. Les graisseurs autonomes en question, ils ressemblent à ça. C'est ni plus ni moins que je ne sais pas si vous êtes familier avec des graissages qu'on pourrait qualifier de semi-manuel ou semi-automatique, je ne sais pas, avec ce type de graisseur. C'est la même chose, à part qu'ils sont pilotés par ultrasons et qu'on ne va les graisser que quand c'est nécessaire. Quelques exemples donc de systèmes donc de graisseurs autonomes installés. Je vais également avoir des tableaux de bord relatifs à la lubrification, c'est-à-dire les quantités de graisse, les périodicités de graissage, les niveaux d'alarme que je vais pouvoir optimiser. Le but étant, si je prends ici un tableau de bord comme celui du haut, de vivre le plus longtemps possible avec un niveau de friction le plus bas possible et de le faire baisser quand je graisse. Comment ceci, ça s'installe? Il y a 5 étapes. On a identifié 5 étapes. Il faut d'abord voir, pour configurer les systèmes, voir sur quel type d'installation donc on va installer ces systèmes. Ensuite, les installer, bien sûr. Prendre des références. Ça, c'est très important. Je peux avoir 200 paliers, 200 capteurs dans mon usine. Chacun va avoir sa référence. Je peux acheter 200 roulements identiques chez SKF. Si je les monte sur 200 moteurs différents, chacun va vivre à sa façon. Là, on prend vraiment les références de chacun d'eux. Ça, c'est très important. On inclut ça donc dans nos systèmes. Et ensuite, je mets en place la surveillance et la lubrification se met en place de manière automatique quand elle est nécessaire. Un point important aussi, ce faisant, en baissant ces fameux taux de friction, en maintenant ces taux de friction bas, donc réduction de dépenses énergétiques, éviter les défaillances, j'évite aussi du temps de graissage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis ça en place, oui, il faut le mettre en place, mais je n'ai plus un graisseur qui fait des tournées, des rondes pour graisser, avec toutes les erreurs humaines que ça représente. Quelques exemples donc après c'est très simple, c'est juste des graisseurs installés de manière ponctuelle sur des paliers. On peut déporter à quelque chose comme 15 mètres. Je croyais avoir indiqué l'information, elle n'y est pas. Je peux déporter ces graisseurs autonomes à peu près à 15 mètres. C'est-à-dire que pour les paliers qui ne sont pas accessibles, c'est quand même intéressant aussi d'utiliser ceci. Et le but de cette affaire, c'est de savoir exactement, tout est résumé là, hein. Quand est-ce que je dois graisser, quelle quantité de graisse, éviter des erreurs de type de graisse, éliminer les risques de contamination, réduire les temps de graissage, réduire les quantités consommées également. Ça, c'est parce que quand on graisse de manière manuelle, on en met 3 fois ce qu'il en faut, on en met où il n'en faut pas et il n'y en a pas forcément où il en faut.
Et je pense que j'ai à peu près terminé. J'ai essayé d'être rapide. Vous étiez prêt à poser des questions tout à l'heure, donc je vous écoute s'il y en a. Oui, parfait. Merci beaucoup, Daniel, C'est pour moi. cette illustration pratique de mise en œuvre d'une technologie, celle des ultrasons en l'occurrence, pour réduire les consommations d'énergie, ou du moins détecter aussi une partie des pertes. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur cette technologie? Oui. Juste une précision sur les machines tournantes. Donc, vous avez indiqué tout type de machines tournantes. Les compresseurs qu'on peut retrouver sur les groupes froids, ça peut en faire partie? Ouais. D'accord. On a des systèmes installés sur des compresseurs. D'accord, Ouais. très bien. Des compresseurs d'ailleurs d'air comprimé ou de groupe froid. Ouais. Ouais. Dès lors qu'on met en rotation, on n'y pense pas parce qu'on n'entend pas, notre oreille humaine n'entend pas les ultrasons, ça c'est une première chose. Et puis il y a des technologies historiques, si je peux dire ça comme ça, pour faire du diagnostic, du monitoring de machines tournantes. On ne passe pas forcément aux ultrasons. Mais dès lors que je mets en rotation, dès que je fais ça avec mes doigts, je crée des ultrasons à des fréquences particulières. Dès que je vais mettre en rotation un compresseur, une pompe, un moteur, je vais ouais. D'accord, très bien. Merci. C'est bon. Oui, Patrick Hubert, est-ce que ça marche aussi pour les moteurs thermiques? Dès que vous avez un palier de roulement, oui, bien sûr. Alors pour un moteur thermique, la question que vous pouvez avoir, c'est la pollution peut-être, la pollution sonore. Je ne sais pas si c'est à ça que je vous... Parce que... Ouais, en gros, si ça marche, et notamment si ça permet de suivre l'état d'un vilebrequin. Oui, on a des exemples aussi, un petit peu moins quand même, parce qu'il y a moins de moteurs thermiques dans l'industrie que... On a des exemples comme ça dans la marine marchande et même militaire. Alors après, la difficulté, en tout cas pour la partie militaire, d'embarquer un système comme ça, c'est que ce système-là, il communique. Quand vous mettez ça sur un moteur thermique fixe, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il faut connecter le boîtier par Ethernet, en Wi-Fi, en 4G au réseau, tout se passe bien. Quand vous avez un bateau qui est au milieu de la mer, et qu'en plus de ça, il y a des considérations de cybersécurité plus drastiques les unes que les autres par rapport notamment aux militaires, là, il y a des soit il y a un réseau sur le bateau, soit c'est difficile d'envoyer des informations. Mais oui, un roulement qui soit sur un moteur électrique, sur un moteur thermique, c'est la même chose. Un palier de roulement. Ouais. D'autres questions? Non? J'ai été... Juste la dernière question. En termes de coût, on parle de quel type d'échelle? Ça dépend vraiment du nombre de capteurs. Ça dépend du type de connectique. Ça dépend... parce que ce système, comme je vous disais, il peut être fourni seul, oui. C'est-à-dire juste le capteur. Capteur et boîtier. Et boîtier, bien sûr. Capteur et boîtier. Ouais. Et là, vous allez vous traitez les données. Il peut être fourni avec la plateforme cloud que l'on propose. D'accord. Alors là, il y a un abonnement cloud par point. Bien sûr. Après, ça dépend aussi de la connectique du boîtier. Si le boîtier, si je suis en plein désert, que je veux le faire communiquer en 4G ou 5G, il y a aussi ça à prendre en compte. D'accord. Ça dépend du type de capteur en fonction du type d'équipement que vous avez. Bon, le prix des capteurs, il ne change pas du simple au double. D'accord, ok. Ça, c'est sûr. Voilà, il faut voir, si vous voulez, c'est des projets globaux. Avec ça, on associe une partie implémentation, commissioning à l'implémentation, une partie suivi, une partie formation même. Parce qu'on sait aussi faire des transferts de compétences à l'installation et au suivi. Ça dépend des clients. Ça dépend. D'accord, très bien, merci. Une dernière question? Non? J'ai été aussi clair que ça. Mais très clair, bravo. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup messieurs dames d'être présents et à demain pour le retour. Merci, bonne journée.